La Casamance ne veut pas de la guerre. Ce sont les mots de feu Augustin Djamakoun Senghor qui a incarné pendant 25 ans le MFDC, le mouvement de force démocratique de Casamance. Une zone pourtant conflictuelle depuis 40 ans, la crise qui fait tache d'huile sur le paysage sénégalais. Aujourd'hui, en 2022, alors que l'équilibre semble basculer vers l'affrontement, quelles sont les solutions et les stratégies à adopter pour venir à bout de cette crise? Nous tenterons d'examiner cette question sensible aujourd'hui avec nos experts. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir d'être accompagné par Colonel Fati. Bonjour, Colonel. Bonjour, moi c'est moi. Merci de partager ce plateau avec nous. Merci, c'est un plaisir. Alors, pour les présentations, colonel Sankoun Fati, vous êtes colonel de gendarmerie à la retraite, consultant juriste et auteur de plusieurs articles sur l'état de droit et la citoyenneté. Absolument, absolument, parce que c'est notre domaine, c'est ce qu'on a fait pendant 40 ans de carrière, mais de formation de juriste. Et puis, on a eu l'opportunité d'être mis à la disposition des Nations Unies, justement. C'est le cadre idéal pour la paix, puisque justement c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, puisqu'on est dans un conflit. Exactement. Alors, merci d'être là encore une fois sur ce plateau. J'ai aussi à ma droite un habitué du plateau de Idées, c'est le docteur Souleymane Lo. Bonjour, docteur Lo. Bonjour, Sophia. Ou devrais-je dire rebonjour. Vous êtes sociologue, pour le rappeler. Vous êtes aussi médiateur pédagogique. Et vous avez beaucoup travaillé, pour ceux qui ne savent pas, sur la question de la Casamance. Si vous pouvez nous en dire plus. Évidemment, merci, Sophia. Je me réjouis donc de partager ce plateau avec le colonel Fati. Évidemment, la question donc, de la Casamance, c'est vrai que c'est la première fois que l'occasion m'est offerte pour partager en tout cas la lecture sociologique que j'ai eu à faire donc, par rapport en tout cas à l'existence donc, de ce conflit, comment le conflit donc, est-il arrivé donc, là où nous sommes. Et véritablement, ce serait un plaisir, encore une fois, de souligner des éléments, en tout cas des facteurs favorisant donc ce conflit, qui continuent évidemment à exister donc dans l'espace politico-social au niveau donc du Sénégal. Malheureusement, on est en face donc à un conflit qu'on voudrait qu'il prenne fin, mais en même temps, nous sommes en train donc d'en rajouter donc des éléments sans pour autant en tenir compte. Et je pense que ce sera donc peut-être donc dans le vif du sujet. Oui. On reviendra largement sur ces éléments pour pouvoir montrer que nos comportements en général sont à l'origine donc des problèmes, en tout cas que nous vivons en société. Et on va le voir dans le développement, justement. Merci pour cette belle introduction, Dr Lo et Colonel Fati. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ma première question va s'adresser à vous directement. On parle de 40 ans d'instabilité dans la zone sud, donc la Casamance du Sénégal. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous faire un petit schéma historique de ce conflit-là, de 1982 jusqu'à aujourd'hui en 2022? Merci, effectivement, vous l'avez dit, 40 ans, je dis 40 ans de ce place. Et avant tout, je remercie d'abord de cette invitation et salue le docteur qui va, comme vous l'avez dit, des éléments autres que, disons, du gendarme ou qui est factuel, et de la lecture factuelle des choses. Ensuite, m'incliner respectueusement sur la mémoire de ce soldat qui est tombé sur le champ de l'honneur, et ceux qui l'ont précédé, et également prier que ceux qui sont blessés se rétablissent très rapidement. C'est le chemin de l'honneur, c'est le devoir, comme on dit dans notre chant. Dans nos chants, pour nous, c'est le devoir, pour vous les larmes. Parce que c'est un peu ça, bon, ça me rappelle un peu ce que le général de Gaulle disait, s'adressant à une promotion d'élèves officiers. Il dit, je ne vous plains pas, parce que vous avez choisi le métier des armes. C'est très noble. Vous avez choisi de tourner le dos à la liberté, de renoncer à l'argent. Mais un jour, renoncez même à votre vie. Il répète, je ne vous plains pas. Donc, c'est pour vous les larmes, c'est pour nous le devoir. Donc, cet événement, vous l'avez dit, 40 ans de surplace, qui en fait a commencé, si on peut dire, sur deux faits. D'abord, il y a eu les événements de Djabir,
où pendant un rassemblement, 3 éléments de gendarmerie avec un officier s'est rendu sur place justement pour prendre contact avec la population. Malheureusement, 2 d'entre eux ont été tués. Dans le même mois, plus tard, ensuite le second élément qui s'est passé, c'est justement la marche des femmes sur Ziguinchor et qui a un peu, justement pour descendre le drapeau, etc., qui a amené, disons, le début, parce que ça a un peu dégénéré. Et ensuite, maintenant, par la suite, des arrestations ont été effectuées, dont Djamakoun, ensuite libération. Et par la suite, il y a eu ce MFDC. Il faut qu'on revienne un peu sur ça. Parce que le sigle mouvement des forces démocratiques de la Casamance, en fait, ce sigle a été créé donc, en 1947 par des hommes politiques cadres de la Casamance. Et c'est né à Sédhiou, chez moi. Donc, c'était, disons, un mouvement au sein du parti, disons, UPS, qui est devenu UPS, hein, où les cadres casamancés n'avaient pas, en tout cas, réclamé justement des considérations, comme on le dit actuellement, que ces cadres n'avaient pas, et se sont regroupés pour être, disons, des moyens de pression. Alors, donc, c'est les Ibou Diallo, c'est les Ebin Badian, etc. Leur but, c'était vraiment revendiquer pas leur Sénégalais, parce qu'ils sont des cadres. Et c'était un bastion, la Casamance était un bastion de l'UPS en ce moment. Et quand, par la suite, ce mouvement, quand ils ont eu satisfaction, le mouvement a disparu et s'est dissous dans l'UPS. D'accord. Donc, c'est ça. Par la suite, bien sûr, il y a eu, comme vous le savez, le conflit a duré pendant une dizaine d'années. Il a fallu en 1991 pour que les premiers cessent le feu. Et ensuite, par la suite, bon, il y a eu les événements, des événements comme vous le savez, avec les accords de Cachéo. Oui. Ensuite, 1995, vous vous rappelez qu'il y a eu les 4 touristes français qui ont disparu. Oui. Et ensuite, maintenant, il y a eu des opérations là-dessus. Renégociation, ensuite, cessez-le-feu. Donc, jusqu'en 2002, disons 2001, il y a eu d'autres accords, etc. Reconflit, etc. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose voilà, qui... un de cercle façon vicieux. cyclique, Ouais. justement, disons depuis 2012, Oui. effectivement, accalmie pratiquement totale, parce qu'on y reviendra quand on Oui. reviendra sur justement le rôle, en tout cas, de l'État, éventuellement, sur Oui. ça, Oui. et on pourra développer par la suite. Parfait. Vraiment accalmie totale. Bon, on sentait venir là, bon, pendant, on disait, mais maintenant ça y est, la paix est venue, parce qu'il y a des négociations avec une ouverture, hein, parce que les dirigeants avaient dit, ouais, nous, partout où vous voulez, on va négocier. Et par la suite, malheureusement, ce cas qui est venu, parce qu'il fallait effectivement sécuriser les populations. Il y a des programmes qui sont en chantier. Il faut sécuriser l'équité territoriale pour effectivement qu'on fasse le développement. Non, développement, et sans la paix, il n'y a pas de développement. Et c'est pourquoi, justement, l'armée, dans son devoir régalien, a décidé effectivement d'assurer cette sécurité pour que ces programmes de développement puissent être... D'accord, parfait. On reviendra, merci pour ce petit schéma historique, on reviendra là-dessus. Pour ajouter, Dr Lo, vous qui avez beaucoup travaillé justement sur la cause casamançaise, quelles sont, si je peux dire, les découvertes que vous avez faites, ou bien les choses peut-être que les gens ou que le grand public ne sait pas sur cette question casamançaise, que vous pouvez partager avec nous, que vous avez vu ou découvert sur le terrain? Merci beaucoup et je remercie beaucoup M. Fati. D'ailleurs, Sédhiou, quand vous avez évoqué Sédhiou, ça m'a véritablement
en tout cas ému parce que moi j'ai fait Sédhiou et d'ailleurs donc c'est toute mon expérience donc sur la Casamance et les analyses et les études que j'ai eu à faire là-bas, c'est à partir donc de Sédhiou avec l'ONG Enfance et Paix, qui est une ONG qui œuvrait en tout cas donc dans le cadre donc humanitaire, particulièrement avec le soutien qu'il fallait avoir donc par rapport à Sadio et Lamine Sadio, exactement. Mais, merci beaucoup, vous le connaissez. Alors donc en 2007, moi, quand je sortais donc de l'ENEA en tant que médiateur pédagogique, j'étais évidemment donc déterminé à aller vers donc tous les projets qui œuvrent dans le sens donc du plaidoyer, donc de l'accalmie, etc. Et la Casamance m'avait accueilli, particulièrement donc par le biais donc de l'ONG. J'ai eu à faire autant d'activités de sensibilisation, de mobilisation sociale, mais également donc de plaidoyer pour le retour donc à la paix. Parce que, rappelons-nous, en 2000, c'était un programme d'Abdoulaye Wade pour pouvoir évidemment permettre aux combattants de revenir. Mais pendant mes recherches, j'ai rencontré également donc, des individus qui m'ont renseigné par rapport même à l'origine du conflit. Souvent, les gens pensent en 82, peut-être, etc., pour dire que ça tout a commencé. Mais bien avant donc 82, il y a des comportements, évidemment, qui ont été à l'origine. Et ce comportement est un héritage donc colonial, qu'il faut le dire, parce que rappelons-nous, nous avions un pays qui a été divisé donc en 4 communes. Et les habitants donc, des 4 communes, c'est eux qui étaient considérés comme étant des citoyens. Le reste, donc, c'est les allogènes. Ce sont en tout cas les sujets d'une manière ou d'une autre, qui n'étaient pas donc des citoyens sénégalais. Et les 4 communes, c'était Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque. Ouais. Alors, donc, l'élite sénégalaise qui a été formée à départ, je ne dis même pas formée, mais formatée pour pouvoir adopter l'idéologie coloniale dans la manière donc, de faire, a eu donc des répercussions par rapport à la façon dont certains qui faisaient partie donc, de ces élites, au départ, ont tenté donc, de perpétuer par rapport au reste donc, du Sénégal. Alors, je rappelle un peu l'existence donc, de la CFIO, c'est-à-dire que ce qu'on appelle donc la section, en tout cas française, de l'Internationale ouvrière, qui regroupait à la limite donc tous les élites, en tout cas qui ont été formées donc à l'école française donc occidentale. Maintenant, c'est à partir donc de ce moment même où on a commencé à ressentir donc des sentiments de rejet et de manque de considération vis-à-vis donc de ceux qui n'étaient pas évidemment sujets donc sénégalais par donc les 4 communes. Alors, d'une manière ou d'une autre, évidemment, il l'a dit, c'est-à-dire que donc, ces intellectuels casamassés qui sont donc des intellectuels donc, de haut niveau, Ibou Diallo, évidemment, il l'a évoqué, Émile Badiane et Victor donc, Diatta. Donc, c'est Sédhiou, Bignona et Oussouye. Donc, ces individus ont considéré, ont vu que d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas été évidemment considérés. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné la place qui leur revenait en tant que des intellectuels. Okay. Et ils ont senti d'une certaine manière, quand ils quittaient donc la Casamance pour venir au Sénégal, ils entendaient déjà que leurs parents leur disaient « vous partez au Sénégal ». Arriver au Sénégal, vouloir être en tout cas une famille en tant que donc, des Sénégalais, ils se sont sentis d'une manière ou d'une autre écartés. Et d'ailleurs, dans les organisations, en tout cas qui existaient donc à l'époque. Et c'est cela qui a été à l'origine, évidemment, de la nécessité de mettre en place une organisation politique. Le MFDC n'a pas été autre qu'une organisation politique, c'est un parti politique constitué par ce qu'on appelle le mouvement donc, des forces démocrates donc, casamassées. Donc à partir de ce moment, Ibou Diallo, plus, comment dirais-je, Émile Badiane et Victor donc, Diatta ont constitué un parti à côté donc, du BDS donc, de Senghor d'alors. Donc jusqu'à ce que le BDS, il y a une fusion pour donner donc, UPS, mais ils ont continué à garder. Mais malheureusement, encore une fois pour vous dire, il y a cette façon de faire de nos politiciens qui n'ont jamais aidé donc, à créer un État, c'est-à-dire une nation. Parce que toujours, il y a des formes donc, de complot, et à la limite donc, de quête donc, du pouvoir qui pousse à l'extrême dans nos comportements. Et malheureusement, en ce faisant, rappelez-nous en 61, en 62 avant l'arrestation de Mamadou Dia, évidemment, c'était Ibou Diallo qui était donc le ministre donc, de la Santé et donc des Affaires sociales. Parce qu'il était ami donc, avec donc, Dia. Automatiquement, il a été destitué. Mais ce que Senghor a fait, c'est quoi? C'est le remplacer par un autre donc, de Sédhiou, Dembo Kouli. Et ce qui a créé encore les premières tensions même donc, au niveau donc, de la raison. Des manifestations, des déchirements donc, entre des gens qui sont censés être donc, des frères. À ce niveau, on sent que c'est encore l'élément politique qui continue à façonner donc, notre façon donc, de vivre et à nous créer donc, des difficultés.
Alors, à partir de ce moment, juste pour revenir encore, Victor Diatta, donc, c'est quelqu'un qui était effectivement, en tout cas, rigoureux, qui n'était pas du tout maniable d'une manière ou d'une autre, parce que c'était un agrégé en français. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris. Il a fait la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est quelqu'un qui, avec Senghor, ça ne passait pas comme il fallait. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, il a été assassiné ici à Dakar par donc, un Français. C'est donc la France, en tout cas, qui l'a assassiné. Mais c'est un événement encore qui a ajouté, en tout cas, de la poudre, donc de l'huile sur le feu, d'une façon ou d'une autre. Alors, jusqu'à ce qu'on en arrive en 1980, pour montrer que dans la façon donc, de gérer nos affaires politiques, il y a une certaine discrimination qui ne dit pas son nom. Évidemment, du point de vue de l'intégration politique, économique, en matière d'infrastructure, la Casamance donc, a été laissée en rade. Et cette même opinion reste encore incarnée à l'heure actuelle. Dans des localités, quand vous n'avez pas un ministre, on ne fait absolument rien là-bas. Et ça, ce n'est pas bien dans la constitution d'une nation. Il ne faut pas avoir donc, des partis pris dans la manière donc, de faire. Malheureusement, c'est encore donc, des conséquences. Automatiquement, en 80, il y avait donc ce qu'on appelle la première grève donc, des lycéens d'alors, en 80. Et le premier mort qui a eu lieu, c'était donc un élève qui a été tué donc, lors de ces affrontements. Et ce qui a énervé et mobilisé donc, les femmes casamançaises à entrer donc, dans le conflit pour refuser que le fils donc, soit tué. Là, c'est un événement important et encore lié à l'histoire donc, de Salif Sadio dont on parle aujourd'hui. Oui. Parce qu'à l'époque, il était élève donc, au lycée donc, de Ziguinchor. Et il était en classe de seconde. Et on m'a raconté que même le gars qui était mort était un proche donc, de Salif Sadio. C'était un ami. Et vous commencez à comprendre, évidemment, lorsqu'il s'agit d'une question donc, de famille, d'amitié, de relation, on peut changer la vie de tout un individu. Oui. Et depuis lors, en 80, il a commencé, évidemment, il a arrêté d'abord et il a commencé à s'informer, à se renseigner. Alors, les Ibou Diallo, les Émile Badiane et les Victor donc, Diatta, dont le papa, ou le papa était quelqu'un qui était évidemment chef de canton. Il était également conseiller colonial qui était à la limite au fait de toutes les informations concernant donc, la Casamance, l'historique et l'origine donc, de beaucoup d'autres choses qui se passent. Eux, ils avaient donc des documents. Et vous vous rappelez récemment, lorsque Salif Sadio a brandi donc, des documents, il a parlé donc, des traités qui existaient, le traité donc, de 36, de 1813 et 1836. C'est des traités qui sont là. Et qui, évidemment, dans le contenu, révèlent donc des choses qui ont conforté la position donc, de certains, et y compris donc Abba Diamacoune, lorsqu'il demandait en 1980, par une lettre ouverte donc, au président de la République, l'indépendance donc, de la Casamance. Et on va revenir sur cette demande d'indépendance d'ailleurs, tout à l'heure. Et en tout cas, c'est un rappel historique pour montrer qu'il y a cause à effet, hein, forcément. Moi, je retiens en tout cas beaucoup d'influence politique dedans. Et cette division entre guillemets, le Sénégal et la Casamance, malgré que la Casamance fasse partie du Sénégal, il faut qu'on le dise et qu'on le répète. Je pense que c'est important de le dire. Alors, justement, colonel Fati, par rapport à ça, moi, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur le MFDC et son rôle, parce que Dr Lo le définit comme un parti à alliance politique. J'aimerais que vous reveniez un peu sur son rôle et tout ça, et aussi sur les responsabilités étatiques. Il en a parlé, mais j'aimerais que vous approfondissiez un peu là-dessus par rapport à cette crise. Donc, je crois qu'il faut faire une séparation, une distinction nette entre le MFDC originel, qui est un parti politique, qui veut s'affirmer, qui veut affirmer sa sénégalité, et ce MFDC qui a été créé dans les années 80, qui a pour option l'indépendance de la Casamance. Ça, c'est de séparatiste. Donc, c'est absolument rien à voir. Le sigle est le même, mais l'objet et les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Absolument pas les mêmes. Et je crois, pour ce qui concerne justement cette question, vous savez, si vous voyez le militaire qui est tombé, il est de Djibanar. Il est de Djibanar. Donc, c'est dans le Séyou, dans disons, le département de Goudon, que j'ai connu parce que j'ai été, pendant la guerre de Guinée-Bissau, moi j'étais dans les forces d'intervention, pendant la guerre de libération de Guinée-Bissau, j'ai opéré dans cette zone, sur la frontière. Alors, donc, d'autres
avant eux, et j'ai l'habitude de dire aux gens, vous voyez dans l'armée, la plupart de ceux qui tombent, ou bien, en tout cas, les victimes, les plus nombreuses victimes sont de la Casamance. Donc c'est la Casamance qui souffre en plus. C'est pourquoi quand Diamacoune dit la Casamance ne veut pas la guerre, et mon grand frère Bala Moussa Dafé qui dit que le train de la paix, la Casamance est fatigué, lui dit est fatigué de ce conflit. Il faut le comprendre. Ça veut dire que, et ça rejoint ce que j'ai dit, pour les militaires, c'est le devoir. Donc, beaucoup, non seulement de soldats, mais d'officiers qui sont tombés sur le champ d'honneur sont de la Casamance. Donc, à part de ma personne et bien d'autres. Donc, ça veut dire que l'armée est déjà un creuset de l'unité nationale et s'affirme. Et je reviendrai, parce que quand il s'agit de l'adhésion à la sénégalité, il n'y a pas de problème là-dessus, parce que tous les Casamanciens se sentent. C'est vrai, il y a ce que vous avez dit au départ, en disant qu'effectivement, il y a eu, au début de l'indépendance, avec nos premiers chefs, qu'il y a justement cette discrimination, mais qui a évolué, je peux dire, a changé, parce que, on reviendra sur le rôle de l'État, comme vous l'avez dit. Alors, donc, le MFDC actuel, parce qu'avoir des idées indépendantistes, ce n'est pas de problème. Parce que les Corses sont passés là, le Sinn Féin s'est battu pour ça. L'idée n'est pas, il n'y a pas de problème. Mais la façon de le faire, parce qu'actuellement on assiste à quoi? En tout cas, c'est un peu du banditisme. C'est pourquoi on parle de... c'est pourquoi je fais un peu la différence entre le MFDC et les groupes armés. Oui. C'est vrai que maintenant, Salif Sasso se dit, bon, mais il brandit comme l'a dit un papier. D'ailleurs, mais la façon de faire, parce qu'actuellement, c'est l'exploitation et le trafic irrégulier de bois et du trafic de yamba. L'économie de guerre, quoi. Oui. L'économie de guerre. J'ai parlé des événements de 90, mais il y avait 11 civils qui ont été tués parce qu'ils étaient allés chercher du bois. Vous vous rappelez de cette affaire qui est pendante actuellement, Oui. de Bofa Bayot. Donc, ces groupes armés également n'ont rien à voir avec, si c'est vrai que c'est la lutte de l'indépendance qui est là. Donc, je crois qu'il y a un déraillement. On n'est plus dans ce schéma de lutte pour l'indépendance. Cette idée de chez eux, c'est de faire de l'économie de guerre. Et ça, c'est ce qui est en train de se faire. Bon, maintenant, le rôle de l'État, vous avez dit, il y a une évolution également. Parce qu'au début de l'indépendance, Senghor, je peux dire Senghor jusqu'à Abdou Diouf, bon, parce qu'à Senghor, il n'y avait pas de problème, parce que le conflit a commencé avec Abdou Diouf. Ouais. Donc, au début, parce que c'était un problème de maintien de l'ordre. Il y avait des troubles qui ont eu lieu à Djabir, des troubles à Ziguinchor. Donc, il fallait, c'est pourquoi la gendarmerie et la police étaient sur les premières lignes. Donc, on l'a utilisé comme des troubles graves à l'ordre public et ça a été géré comme ça. Et par la suite, quand il y a eu justement ce maquis qui a été créé par Sidi Badji par la suite, l'armée est entrée en jeu parce que l'armée est une force de maintien de l'ordre de troisième catégorie quand la gendarmerie et la police sont un peu dépassés, pas dépassés en tout cas, pour venir en soutien à... Ouais. Alors, négociation, première négociation, comme vous avez dit, il y avait des monsieur Casamance, et ça a continué, et justement, Abdou Diouf, ça n'a pas... C'est ce monsieur Casamance également qui a continué sous Wade. Bon, la différence, c'est qu'on a mis beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Bon, donc, de part et d'autre, aussi bien ceux qui sont dans le maquis que ceux qui sont, disons, destinés à négocier. Avec beaucoup d'argent, ça n'a pas marché. Alors, ça, c'est le deuxième temps. Troisième temps, avec, disons, depuis 2012, je crois que les autorités ont dit, mais on est prêt à dialoguer n'importe où. Avec toutes les bonnes volontés, nous sommes prêts à négocier. Il y a
qu'un seul point sur lequel qui n'est pas négociable, c'est l'intégrité territoriale. À part ça, tout est négociable. Je crois que, et ensuite, maintenant, je crois que cette démarche a amélioré justement ce climat général, parce qu'on a vu cette accalmie. S'il y a des coups, comme je les appelle, des accrochages, c'est entre les forces des armées et les bandes armées, parce que tout simplement, quand ces bandes armées s'en prennent aux populations. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bofabot? Ouais. L'armée est venue, c'est parce qu'elle est là. Donc la prolifération de ces attaques, parce que l'armée a un rôle régalien d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Sur tout le territoire national. Sur tout le territoire. C'est vrai que, bon, avant, on retenait un peu la main, vous avez vu, des forces de défense. Bon, on occupe une place, on dit maintenant on est en négociation. Bon, retirez-vous un peu. Bon, actuellement, carte blanche est donnée pour que chaque entité, notamment les forces de défense, assure la sécurité. Et c'est ce qui a motivé justement ces opérations de nettoyage au sud d'abord et ensuite maintenant au nord. Il faut se féliciter effectivement justement de cette... On a également bénéficié justement de la collaboration franche des pays qui nous entourent, qui servaient de base de repli. D'ailleurs, beaucoup de Sénégalais sont actuellement en refuge en Gambie, etc. Et justement, colonel Fati, quand on parle de ces opérations qui sont en place maintenant, Dr Lo, où est-ce qu'on en est actuellement? On sait que depuis le mois de janvier, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de crise casamançaise. On a eu en tout cas le décès de plusieurs de nos soldats avec des captures. On a 3 présidents qui se sont, entre guillemets, frottés à cette crise casamançaise depuis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et aujourd'hui Macky Sall. Est-ce que pour vous, j'ai envie de vous demander, stratégiquement parlant, il y a eu les négociations qui ont été mises sur la table, mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours l'heure des négociations ou est-ce que Salif Sadio est l'homme à capturer, pour ne pas dire l'homme à abattre? En fait, moi j'ai envie évidemment de revenir sur ce qui a fait Salif Sadio, qui a fait de Salif Sadio ce qu'il est devenu. Oui. C'est important qu'on comprenne nos actes, encore une fois, qui sont souvent donc des comportements que nos élites politiques, en tout cas, manifestent et qui ont des conséquences qui peuvent dépasser même donc leur sphère pendant qu'ils règnent. Alors, les événements de 88, c'est tellement important. Les élections donc de 1988. Je vous ai parlé donc de 80 avec Salif Sadio, juste pour vous faire comprendre pourquoi il s'est enrôlé donc dans la guerre. C'est important de savoir. En tout cas, donc, dans mes analyses, mes recherches que j'ai eu à découvrir, évidemment, en 88, il y avait une élection contestée donc, au Sénégal. Oui. Et dans la Casamance, il y avait le PDS. Et le papa de Salif Sadio, il était donc un libéral, c'était un PDS. Malheureusement, encore une fois, nous utilisons et nous sommes en train de jouer avec donc ça. On utilise donc la politique, soit la justice pour éliminer un adversaire, ou soit donc l'armée pour éliminer quelqu'un. Ouais. Et je le dis parce que ça sont des révélations donc, du terrain. Évidemment, le Parti socialiste donc d'alors, en tout cas les mentors donc d'alors, ont voulu considérer que, évidemment, le papa de Salif Sadio, Vieux Sadio, était de connivence avec ce qui se passe et soutenait même, parce que c'était un homme riche aussi, il faut le dire. Ils sont donc de Bignona, mais particulièrement donc de Djouloulou, dans un village. Alors, à partir de ce moment, paraît-il, donc l'armée, évidemment, a fait une descente donc, chez Vieux Sadio. Et évidemment, ils l'ont eu à l'humilier d'une façon ou d'une autre, lui-même et sa maman. C'est une scène, me dit-il, en tout cas sur laquelle a porté l'œil de Salif Sadio, en regardant d'une forme, d'une manière ou d'une autre, l'humiliation qu'ont subi donc ses parents. Et d'ailleurs même donc, dans la poursuite, on a dit que sa maman est décédée donc, des suites des blessures par rapport donc, à cela. Pourquoi? Parce que c'était juste une question politique, pas une question donc, de gestion donc, du conflit, mais il y a des adversaires politiques qui cherchaient à éliminer un adversaire politique en passant donc, par le conflit pour régler donc, leur compte. Et que, évidemment, depuis lors, il est parti définitivement et en vengeant, donc en criant vengeance par rapport à tout ce qui se passe. Malheureusement, cet événement a des conséquences
énorme par rapport à ce que nous vivons. Certainement, il n'aurait dû pas donc entrer dans ce cas-là. Et je donne un exemple par rapport donc aux bandes armées là. Moi, j'étais donc à Kolang. Vous connaissez Kolang, Godom, Kolang. Moi, j'ai fait tout l'axe Sédhiou, de Tanaf à Samin Escale jusqu'à Diatakunda. J'ai fait particulièrement jusqu'à l'axe donc de Marsassoum. J'ai parcouru donc cette zone en 2007 en moto. Pendant ce moment, il y avait évidemment donc la guerre. Oui. Il y avait donc des attaques qui existaient. J'ai été donc dans un village, dans une maison. J'étais en train de discuter dans le cadre donc de la planification familiale. Parce que nous avons donc nos prétextes pour pouvoir faire donc ce que nous voulons pour mieux comprendre. Alors, à ce niveau, quelqu'un a surgi de nulle part. Il était donc de la maison. Il était fâché, il était en train de parler. Moi, je pensais que c'était fini pour moi. Mais quand on lui a fait comprendre, parce qu'il a saisi que je ne suis pas donc du milieu. Mais on lui a expliqué, moi je ne savais pas la langue, je ne connais pas, je ne suis pas locuteur donc de Mandeng, la langue Mandeng, de Socé. Quand ils se sont expliqués, après, il m'a parlé en français. C'est quelqu'un qui a abandonné donc les études lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la jalousie sociale aussi, qui s'était greffée donc dans le conflit. La jalousie sociale qui se manifestait d'une autre manière. C'est-à-dire que je vois que le papa de telle personne est tellement riche, il est bien nanti. Donc, j'entre donc dans le conflit, particulièrement lorsque la radicalisation a commencé en 90, où les jeunes sont enrôlés de force, de gré ou de force. Vous acceptez, vous partez, vous n'acceptez pas, on vous tue. Là également, c'était un moment très difficile donc en Casamance. Et beaucoup de jeunes, ce n'est pas donc de gré qu'ils ont épousé donc le conflit, mais ils n'avaient pas donc de choix. Malheureusement, à ce niveau, encore une fois, la responsabilité donc de l'État n'était pas d'une certaine clairvoyance par rapport pour faire donc le discernement nécessaire entre ceux qui ont opté de partir et ceux qui sont forcés donc de faire. Malheureusement, à ce niveau, le jeune m'a expliqué que voilà, mon papa a été dépossédé donc de tous ses biens, je suis devenu pratiquement moins que rien, alors je n'ai que la solution donc d'aller faire d'être un coupeur de route pour pouvoir venir et subvenir donc à mes enfants. Je n'ai pas d'autre choix. Voilà quelqu'un qui explique les larmes qui coulaient en me disant que je voulais être comme vous. Pour vous dire qu'il y en a autant comme ça, exactement, qui ont été victimes des circonstances et qui n'avaient pas choisi donc de l'être. Mais cette analyse qu'il fallait faire, et qui est le devoir donc de l'État de le faire, n'a pas été faite. Y compris même le retour donc des combattants. Le programme qui a été mis en place, moi je suis parvenu à saisir des réponses qui m'ont montré que c'est une offense même faite aux populations. Parce que c'est ce qui ont détruit, c'est ceux-là maintenant qu'on met dans des situations meilleures. C'est comme si on les récompense en contrepartie pour avoir donc perpétué donc ces actes. Encore une fois, du point de vue politique, il y a beaucoup de programmes qui sont bien, mais dans la manière donc de dérouler, peuvent avoir donc des répercussions, c'est-à-dire donc l'effet pervers donc de ce qui est recherché, et que ça ne fait qu'envenimer sans qu'on n'en tienne pas compte. Donc des cas pareils ont existé. Évidemment, je donne l'exemple lorsque la radicalisation donc était effective et qu'on commençait à vendre donc les cartes donc pour montrer l'indépendance donc de la Casamance, mais la population casamançaise a souffert sans pour autant être comprise par l'État. Pourquoi? Parce que, je termine, c'est important de le dire, je prends donc les chefs de village qui d'alors étaient chargés donc de récolter les impôts. On a dit il ne faut pas récolter donc, il ne faut pas collecter donc l'impôt. La rébellion vous dit ne pas le faire. L'État te dit il faut le faire. Vous le faites, la rébellion vous tue. Vous ne le faites pas, c'est l'armée qui va vous tuer en vous considérant complice. Vous achetez donc la carte. Parce que si vous n'achetez pas, automatiquement on vous tue, on vous liquide par la rébellion. Alors, vous achetez la carte pour se sauver la vie, vous vous exposez à l'armée parce qu'il y avait donc des descentes, des visites. Si on trouve une carte quelque part sous le paillasson, c'est fini, pratiquement, on a tué des gens comme ça. Alors que c'était pour s'échapper donc à une mort en s'exposant donc à une autre. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, il y a donc une contre-visite que font donc la bande armée pour voir est-ce que vous disposez de la carte ou pas. Vous ne disposez pas de la carte, on dit que vous n'êtes pas pour notre projet et particulièrement donc on vous tue. C'était donc, de gré ou de il force. s'était entre le marteau et l'enclume. C'était une situation difficile que les populations casamançaises ont vécue et que évidemment cela vaudrait la peine que la guerre finisse une bonne fois. Mais comme vous dites, est-ce que le fait donc de prendre donc Salif Sadio, de tuer, de décimer, rendra donc la guerre définitivement finie donc en Casamance? C'est le souhait donc de tout le monde. Mais il faut tenir compte donc d'une chose, que le conflit c'est à l'image donc de l'hydre.
L'hydre, c'est l'un de ces serpents à multiples têtes. Quand vous pensez en couper une, sachez que cette action en fait naître autant. C'est-à-dire, ce qui fait qu'il faudrait éviter de pareils comportements, de pareils conflits, pas en Casamance, mais un peu partout donc, au Sénégal. C'est qu'il faudrait qu'au niveau donc, de la politique, que nos élites aient une certaine grandeur dans leur façon donc, de faire, particulièrement en matière donc, de politique. Nous avons donc des comportements malsains dans nos façons donc, de faire. Éliminer un adversaire, perpétuer un truc. On utilise tous les moyens de façon machiavélique. Ce ne sont pas ces actes-là qui peuvent créer une société harmonieuse, équitable et viable. Et que ceux qui le font, à un moment donné, ils vont faire subir donc, ces conséquences à des générations donc, autres. Alors, aujourd'hui, 40 ans, c'est bon, il faudrait qu'on puisse ranger donc, les armes parce que la Casamance en a besoin, tout le monde en a besoin. Parce que la Casamance fait partie donc, du Sénégal, quoi qu'on puisse dire. Et c'est le souhait donc, des Casassais, c'est le souhait donc, de tous ceux qui vivent là-bas. Mais regardez dans l'espace politique donc, des stéréotypes qui commencent à sortir donc, de gauche à droite et l'État se tait quand on taxe donc, des citoyens sénégalais d'être des rebelles dans une localité parce que simplement c'est un adversaire politique. On laisse les choses passer de la sorte alors que c'est comme ça qu'on a pu créer, donc, mettre en place donc, un mouvement politique qui est devenu par la suite, comme vous dites, un mouvement donc, armé avec donc, des objets donc, différents. C'est parce qu'il y a de la responsabilité donc, de nos élites. Oui. Je pense qu'il est temps que les gens puissent assainir l'espace politique. Je ne parle pas de la Casamance, mais ailleurs même, il peut y avoir donc, d'autres foyers donc, de tension. Du point de vue donc, de la religion, on voit de quelle manière ça se fait. Et l'intégration donc, de la Casamance. Récemment, donc, j'ai fait donc, des enquêtes encore une fois. Et je me suis rendu compte que du point de vue même du programme politique donc, du président de la République concernant les foyers donc, religieux, eux ne se sentent pas encore concernés. Et c'est un élément qui est encore là. Toujours, il faudrait que l'État fasse en sorte que le citoyen reste le même partout où qu'il puisse se trouver. Sinon ça avec ou sans un ministre donc, de localité. Moi, je pense que c'est cette façon de faire. Il faut que nos élites aient de la grandeur pour gérer donc, notre pays convenablement, sans parti pris ni d'obédience. Sinon, ça crée de la division, comme on le voit, et on comprend la complexité en fait de ce conflit qui est à dimension politique, sociale et même financière, hein, économique. Vous en avez parlé tout de suite. Colonel Fati, on a parlé aussi de cette revendication indépendantiste de la Casamance. Aujourd'hui, comment on y vient à bout? Est-ce qu'il faut même y venir à bout? Quel est votre avis sur la question? Bon, mais je voudrais un peu rebondir sur, disons, le développement de mon interlocuteur. C'est d'abord, je suis un peu perdu quand je me prends comme sociologue, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un analyste politique. Enfin, les gens apprécieront. Parce que, vous savez, vous avez dit tout à l'heure, disons, en parlant de ces événements, en parlant de Salif Sadio, ce qui s'est passé avec ses parents, etc. Donc, c'est comme il prend une affaire, c'est une affaire personnelle, ce n'est plus une affaire de la Casamance. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ça, il faut d'abord, parce que dans les explications, si c'est correct, factuellement. Évidemment. Bon, mais si au fond, c'est une affaire personnelle, parce qu'il a subi des choses qui transforment cette affaire personnelle en affaire de la Casamance, des Casamancais. C'est pourquoi je comprends le professeur Bala Moussa Daffé quand il dit, mais écoutez, si vous voulez parler au nom des Casamancais, mais constituer un parti politique et aller demander le suffrage. Tout à fait. Alors, si vraiment l'analyse-là est correcte. Maintenant, de l'autre côté, justement, le comportement des forces de défense. Vous savez, récemment, il y a un rebelle, disons, de l'Est d'Afrique centrale, qui a été jugé par la CPI. Oui. Ah bon, parce qu'on dit, la défense dit que, mais il faut des circonstances atténuantes, parce que lui, il a été pris enfant soldat, etc. Donc, mais il est devenu le criminel qu'il est à cause de la guerre. Ça ne vaut pas en droit. Parce que celui qui est forcé de prendre les armes, ça saute dans les lois de la guerre. Sont exclus de la guerre ceux qui ne sont pas porteurs d'armes. Maintenant, celui qui est trouvé porteur d'armes en opération, il est traité comme un porteur d'armes.
Donc, par conséquent, on n'est pas là à faire de la lecture des armes, on ne peut pas lire dans les armes pour faire la différence entre les deux. Donc, les forces de défense et de sécurité agissent comme ça, et vous savez, je suis juriste de formation. Donc, j'ai fait la guerre pendant la lutte de libération. On a eu à soutenir, le PAIGC. Et je suis juriste de formation, j'ai été en Afrique centrale. Donc ici, notre armée, si elle a ce renom international, c'est qu'à l'intérieur, nos chefs ont été formés en droit de l'homme et en droit des conflits armés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle comment s'appelle la police de la baïonnette intelligente. Le militaire qui se comporte, disons, en violeur, disons, des droits humains, il est jugé. Il est puni. Et il y a des cas. Promenez-vous, on peut aller voir la jurisprudence de ce qu'on appelle le tribunal militaire. Il y a de militaires que de non. Parce qu'ici au Sénégal, on a opté que les membres des forces de défense et de sécurité sont jugés par les juges civils. C'est le juge civil qui le juge, mais avec des assesseurs militaires, juste pour lui dire, lui expliquer, disons, la mentalité, ou bien ce que le militaire en cause est en train de dire, mais c'est le juge civil qui nous juge. Par conséquent, sur ce plan, s'il y a des exactions, s'il y a des violations des droits de l'homme, comme vous le dites, si c'est des cas avérés, je ne vois pas pourquoi ça ne peut. J'ai eu à commander. Justement, j'ai été commandant de compagnie à Kolda. En ce moment, il n'y avait pas les deux régions. Je suis très regardant là-dessus. Je fais partie de ceux qui ont introduit l'enseignement des droits de l'homme dans la gendarmerie. J'ai été formé en Suisse pour ça. Donc, on est très regardant. Les chefs sont très regardants pour ce qui concerne la tenue des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal est le premier fournisseur en maintien de police aux Nations Unies. Donc, sur ce plan-là, maintenant, je ne dis pas peut-être, maintenant, ça reste à faire. Mais ça ne peut pas être brandi. Ça ne peut pas être pour explication. Ça ne justifie pas, en fait, le fait de faire souffrir toute une nation pour une histoire personnelle. Et je vous dis, quand j'ai parlé tout à l'heure du soldat qui est tombé, d'autres qui sont... C'est pour dire que ce creuset de la nation, l'armée en est un. Parce que moi, je suis né à Sédhiou. J'ai fait mes études à Sédhiou. J'ai pris ma retraite. Ma famille est là parce que mes enfants sont à l'école. Mais je retourne, je suis à la terre. Donc, ce que vous dites, je le sens dans ma chair. Oui, bien entendu. Mais il y a une chose qui est au-dessus de tout le monde. C'est la République. Abdou Diouf disait, notre sécurité, c'est dans les institutions. Tout à fait. Bon, je ne suis pas un politicien. Bon, je suis publiciste, j'ai fait de la science politique. Je sais lire. Donc, je te dis, c'est le comportement. Actuellement, j'ai dit, c'est pourquoi je parlais de la culture de la paix. Peut-être on viendra à ça sur les solutions. La culture de la paix, c'est la culture d'abord de la République. Tout à fait. C'est le comportement. Parce qu'il y a trois acteurs dans notre société. J'ai dit d'abord les jeunes. D'abord les jeunes qui vont dans le maquis. Vous avez dit, actuellement, c'est le guerre. C'est l'appât du guerre. Tout à fait. Et ce qui sont faits est tout à fait irrégulier et ça amène des problèmes à la population. Alors, si vous sentez que votre action, vous entraînez du mal pour la population, parce que nous avons un petit peu de problème, donc vous faites déplacer. Au moment où on fait des programmes, l'État fait des programmes pour faire revenir les populations commencent à venir. C'est ça qu'on constate. Tout à fait. Mais maintenant, par votre action personnelle, par votre vengeance, vouloir venger, ou bien l'exploitation, parce que moi je pense beaucoup plus que à ce que ce soit l'économie de guerre, le profit, parce que le bois de rose là est un bois prisé d'abord, on parle de 300 000 tonnes de bois rose, là, les veines qui passent, qui se retrouvent en
se trouve en Chine, et la drogue. Donc, je dis que ça n'a rien à voir maintenant avec une affaire personnelle qu'on veut régler. Donc, ces jeunes doivent savoir qu'on peut d'une autre façon que de prendre les armes. Parce que vous risquez beaucoup plus de laisser votre vie qu'autre chose. Donc, c'est balance, comme on dit, balance co-avantage, comme disent les juristes. Maintenant, la classe politique, il faut que dans les discours, dans les comportements. Vous savez, si le musulman, quand le prophète est arrivé là, c'est parce que dans son discours, son comportement, il a sabi le bidhakma. Au ma'oudatin hasana. C'est ce qu'il a dit. Ma'oudatin hasana. Dans votre communication, il faut que ce soit, disons, pacifique. C'est dans les comportements, justement, actuellement au Sénégal, en sociologie, vous êtes un sociologue. Tout à fait. Donc dans la sociologie politique, parce qu'il y a la sociologie politique, comment l'individu agit dans le cadre politique. C'est ça qu'il faut voir. Et ça, tout ça, c'est dans l'éducation. Et là, je vous dis, je vais vous mettre un pan de sociologie. Vous savez, le bois là, qui a été préservé pendant les années, pour le Casamance là, le Diola, moi je suis traditionnellement Diola, j'appartiens à la famille Djiba. Je suis Bandai, Gabou, mais j'appartiens à la famille Djiba. J'ai fait le bois. Donc ce bois était considéré comme sacré. On n'y touche pas. On n'y touche pas, c'est pourquoi on l'a conservé jusqu'à maintenant. Maintenant, on l'a désacralisé. Tout à fait. Si le Casamance va jusqu'à exploiter, il l'a désacralisé pour le gain. Pour le gain matériel. C'est-à-dire que cette transformation qu'il faut lire. C'est ça, les valeurs de base de son. C'est cette transformation qu'il faut lire. Ouais. Donc, maintenant, la classe politique, maintenant, les autres, vraiment, vous avez dit, ceux qui travaillent pour le public, les services publics, il faut que, justement, que le service public soit au service du public. Tout à fait. Comme son nom l'indique. Au service du public, qu'il y ait équité. C'est vrai, on parle d'équité territoriale. Il y a ce mouvement. Parce que chez moi, bon, on voit ce qui se passe. Même dans les petits villages, à Marsassou, on a vu ça. Donc, il y a cette équité. Donc, mais justement, c'est les comportements qui doivent accompagner justement. Tout à fait. Il y a cette chose qui est au-dessus de nous tous en tant que citoyens, c'est la République. Je reprends vos mots, colonel Fati. Il ne nous reste pas beaucoup de temps dans cette émission, malheureusement, pour un sujet aussi passionnant et aussi sensible. C'est normal, parce que ça nous touche tous. Hein. Je le rappelle, on parle de la crise casamançaise dans Idée aujourd'hui. Rapidement, avant qu'on tienne à la fin, je vais vous laisser réagir, mais tout en donnant, Dr Lo, quelques solutions très rapidement, en quelques mots, pour que je puisse donner l'occasion aussi à colonel Fati de parler des solutions avant qu'on termine. Merci. Au fait, moi je remets toujours comme la question comportementale. Moi je pense qu'il faut que la responsabilité de tout un chacun soit évidemment une responsabilité responsable. Absolument. Parce que la politique, il faudrait qu'on puisse loter davantage pour qu'on crée notre vivre ensemble. Et je pense que c'est cela qu'il faut. Moi, je vois des choses qui me font peur. J'entends des choses qui me font peur. Et que ceux qui le disent, en général, c'est des gens qui pensent être responsables. Ils sont en train de détruire notre société. Absolument. Il faut que ça cesse. La politique, quand même, on peut la mener. Comme son nom l'indique, c'est l'art de gérer la société, mais pas l'art de détruire donc, la société. Et on est dans l'art de détruire la société. Et on va utiliser encore cette administration qui devrait être au service donc, du public, comme l'a dit donc, Doyen. C'est comme ça qu'il faut. Il n'y a pas mieux autre que d'assainir nos comportements, d'être responsable et de se comporter à la morale donc, kantienne. Faire en sorte que notre action soit une maxime, en tout cas universelle, dans le sens donc, de la morale et du bien. Tant qu'on n'est pas donc dans ce sens-là, tant qu'on est dans l'esprit de combattre quelqu'un, politiquement parlant, en voulant dire que tous les moyens sont bons pour y arriver, on va encore créer des situations. On a vu les événements de mars, on a vu encore et nous ne sommes pas encore à l'abri. Tant qu'il y a des gens qui jouent avec le feu, qui pensent que c'est leur propre personne qui importe. Évidemment, vous l'avez dit avec Salif Sadio, c'est quelqu'un qui a été député, qui a été psychologiquement dérangé,
qui, d'une façon ou d'une autre, raisonnent tout sauf donc de la même manière que les autres. Tout à fait. Alors, malheureusement, il entraîne donc dans cette folie, en tout cas, tout un peuple, toute une communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a donc des conséquences que lui-même il a subies. Ce n'est pas exclu pour quelqu'un d'autre puisse le ressentir d'une autre manière par rapport à des actions, en tout cas, dont il ferait donc les frais. Il faut qu'on arrête et qu'on pense République. Ouais. Et que tous les citoyens, où qu'ils puissent se trouver, qu'ils se sentent concernés par l'action donc de l'État. Ça, je pense que c'est la meilleure manière de faire. L'intégration doit être politique, économique à tous les niveaux. Oui, il y a des efforts qui sont en train donc d'être faits et c'est important et on salue. Mais les efforts et le discours, il faut qu'il y ait une concordance et une cohérence. Tout à fait, une concordance, une cohérence et mettre la République au-dessus de tout. Rapidement, vos derniers mots, colonel Fati, par rapport aux stratégies et aux solutions. Bon, les solutions, vraiment, c'est ce qui a toujours été de d'abord. Bon, il faut qu'il y ait, comme vous venez de dire, il faut que dans les comportements, dans les discours, que les gens soient responsables, qu'on ne mette pas en avant, justement, ce désir d'être et d'avoir. Maintenant, pour les autorités, vraiment, je crois que ce qui est en train d'être déroulé, vraiment, bon, les notions d'équité territoriale, il faut que ce soit effectif. Et c'est là où nous travaillons. Vous avez parlé de l'ONG Enfants CP. Nous sommes actuellement le coordinateur régional des organisations de la société civile. Et on travaille justement sur la culture de la paix. On l'a fait, on a suivi les élections, on les a supervisées, on a observé les élections. Donc, vraiment avec Sadio également. Donc, on est 14 organisations au niveau régional. Donc, c'est la formation du citoyen responsable. Quand je dis citoyen, c'est aussi bien le citoyen lambda que la classe politique. Tout à fait. Parce que j'ai dit, vous avez raison, le problème se trouve au niveau de la classe pour le gros du travail. Le gros du travail, c'est la sensibilisation. Mais il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes sur la citoyenneté. Parce que, vous avez dit, les articles que j'ai fait, c'est sur l'état de droit et la citoyenneté. Quand on dit de l'état de droit, le terme anglais, la rule of law, c'est le règne de la loi. Donc c'est la loi qui est autour de l'État, au-dessus du chef de l'État et au-dessus du citoyen lambda. Que cette loi se fasse, que ces comportements concordent avec ça. Donc, développement de la citoyenneté par l'éducation. Ça va venir dans l'éducation. Parce que tout se lit. On a vu des séries de grèves, aussi bien etc. Donc, il faut qu'on travaille sur l'éducation, qu'on travaille effectivement sur le développement matériel, parce qu'il y a un peu ça encourage. Le reste va suivre. Le reste va suivre. Mais pour le moment, effectivement, quand vraiment Djamokoun le dit, c'est qu'il a senti. Il a senti. Nous, comme je l'ai dit, on l'a vécu. C'est pourquoi, bon, mais il faut oublier ce qu'on a personnellement vu pour justement cultiver les autres, former les autres. C'est cette expérience qu'on partage avec les gens parce qu'on a été en zone de conflit. Celui qui connaît disons l'Afrique centrale, avec ce qui se passe là-bas au jour. Moi, j'ai dit, j'étais dans les forces, je peux dire forces spéciales, pendant la guerre de Guinée-Bissau. Mais ce que j'ai vu là-bas, non, c'est pas imaginable. C'est pas imaginable. Donc c'est pourquoi nous nous battons pour la paix. Nous nous battons pour que les gens se comprennent. Nous nous battons contre justement ces dérives de quelque bord que ce soit. Parce que c'est ça qui constitue. Et l'armée est un exemple. Je vous dis tout de suite, je ne livre pas un secret. Nos cadres, et je fais partie de ces formateurs, sont formés sur, vous avez sur Cercle Base, vous êtes sociologue, sur la case de l'homme, sur le mbar, les valeurs du bois sacré. Nos cadres sont formés sur cette base. Parfait. Et on l'illustre dans l'ensemble des actes qu'on fait dans les premiers mois de formation. Et donc c'est pourquoi il faut qu'on forme nos jeunes sur ça. Moi j'ai dit, il faut passer par le cadre. Je l'ai dit, par exemple, disons à l'école. Si accolé au BEPC, on met une formation fermée, bon, disons que ce que faisait avant, de formation militaire ou quelque chose comme ça, à la citoyenneté. Bon, à côté du sport, on met cette formation.
C'est Et ça. ensuite, maintenant, au CM2 en terminale, vous faites la même chose. Vous formez Donc maximiser voilà. un peu sur tout ce qui est Voilà, éducation. pour rendre obligatoire le service civique. Ouais. Ça, voilà. C'est ça. On a commencé par ces mots, on va terminer par ces mots. Feu Augustin Djamakoun Senghor disait « La Casamance ne veut pas la guerre ». On retient ça en priant et en espérant la paix. Je vous remercie tous les deux, colonel Fati, ancien gendarme qui a vécu et qui vit encore cette crise, et docteur Lo, sociologue, analyste politique. Je vais vous donner aussi le titre que vous avez obtenu du colonel Fati. On vous remercie aussi, vous, chers téléspectateurs de ITV. Vous avez suivi votre émission Idée. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.